The G20 must lead the way, or humanity will pay an even more tragic price. Il faut que les émissions de gaz à effet de serre baissent de 5% par an, tous les ans, à partir de maintenant. Et est-ce qu'on est sur ce type de trajectoire? Absolument pas, elles augmentent sur la planète. Une des choses sur lesquelles je me suis sans doute le plus transformé intellectuellement, c'est ça, c'est le rapport à la nature, c'est la pensée de l'écologie. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. C'est un enjeu historique, vital, dans lequel la France peut remontrer le chemin. Il y a une vaste boîte à outils, à la fois technique, organisationnelle, économique, politique. Et cette boîte à outils, il faut s'en servir maintenant. Le gros du sujet, c'est ce qu'on appelle la mobilité quotidienne. C'est tout à fait possible de s'organiser pour se passer de pétrole pour la mobilité quotidienne d'ici une génération. Mais clairement, les méthodes thérapeutiques qu'on envisage aujourd'hui, elles sont trop courtes. À la fois la taxe carbone et à la fois la mobilité électrique. La taxe carbone, c'est un peu proposer une espèce de saignée. C'est vraiment le signe d'une pensée qui est immature. C'est plus compliqué que ça. Et nous, ce qu'on dit, c'est que si on met à la disposition de nos concitoyens systématiquement, y compris en grande banlieue, c'est possible. À la campagne, c'est plus compliqué. Toutes les alternatives à la voiture individuelle, la capacité d'utiliser facilement un vélo électrique, pour aller prendre un bus, pour aller prendre des trains qui soient fréquents, spacieux, à l'heure. On se rend compte que, moyennant des investissements cohérents, qui sont pas très chers, sur une dizaine d'années, vous pouvez développer des alternatives systématiques à la voiture individuelle et vous permettez aux gens de se déplacer avec des temps de déplacement qui sont comparables, voire bien souvent plus courts, et vous permettez, dans bien des cas, de réduire les budgets mobilité. Vous avez le confort, vous avez les temps de parcours qui sont équivalents, et en plus, ça coûte moins cher. C'est qu'une question d'audace politique de dire, Français, la bagnole individuelle comme alpha et oméga de la mobilité, c'est terminé. Aujourd'hui, les voitures qui marchent, c'est les SUV, et dans ces SUV, il y a en général, en moyenne, un peu plus d'une personne. Si vous reproduisez ce modèle, si vous le transposez uniquement dans des véhicules électriques, ça passe pas. Ça passe pas en capacité de production électrique décarbonée, ça passe pas en termes de coût, c'est cher les voitures électriques. Il y a des risques que ça passe pas sur beaucoup de problèmes d'infrastructure. En fait, c'est beaucoup plus compliqué d'imaginer préserver le modèle de la voiture individuelle et de simplement le transposer vers des véhicules électriques que simplement dire ce qui est en gestation dans la société, dans les générations les plus jeunes, il y a beaucoup moins de résistance à se dire je monte sur un vélo pour aller prendre un bus, etc. C'est des solutions techniques, mais c'est aussi des changements d'organisation. Sinon, au point de vue du système de mobilité, ça passe pas. Là encore, la technique ne suffit pas à épuiser le sujet. Il y a un effort de réorganisation, il y a un effort d'investissement, il y a une priorité à redonner au fret ferroviaire au détriment du fret routier. Il faut comprendre comment, sur 10 ans, sur une génération, on peut réorganiser aussi en termes d'emploi. Il faut se préoccuper de ce qu'il advient des sociétés de transport routier et puis des chauffeurs pour faire en sorte que réémergent des alternatives que sont beaucoup le train, un peu le transport fluvial. Tous les acteurs doivent se mettre autour de la table et comprendre comment, effectivement, on sort de ce reflux d'obstacles. C'est un sujet pour les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi un grand enjeu d'adaptation au réchauffement climatique. Il faut bien comprendre que la productivité des sols, les activités agricoles avec 2 degrés de réchauffement, 3 degrés de réchauffement, c'est plus la même chose. Il y a un troisième enjeu, c'est tout simplement la résilience alimentaire. Tous les Français sont tout à fait lucides sur le fait qu'on a une guerre sur le sol européen et que cette guerre aura des conséquences.
C'est une agriculture qui est moins spécialisée. C'est une agriculture où on redonne de la variété dans ce qui est cultivé dans chacun des territoires. C'est aussi une agriculture dans laquelle on se préoccupe que les villes soient entourées, comme c'était encore le cas il y a une génération, par des ceintures maraîchères, de façon à ce qu'elles puissent avoir proche d'elles la capacité à avoir des produits frais. Et puis c'est une agriculture qui demande plus de bras. La monoculture est assez simple en fait. Un agriculteur aujourd'hui peut pratiquement tout seul cultiver parfois plusieurs centaines d'hectares au prix d'une extrême spécialisation des cultures. Une agriculture plus variée, plus spécialisée, c'est une agriculture qui est plus technique, qui demande plus d'intelligence, plus de subtilité en fait dans la manière dont on cultive, de manière à limiter les besoins en intrants et en particulier en engrais chimiques. Pour l'élevage bovin, il faut réduire le cheptel bovin mécaniquement, puisque le méthane des ruminants est une grosse partie. Eh bien, on imagine qu'on peut permettre aux éleveurs qui font un travail beaucoup plus dur que vous et moi, gagnent plus en faisant remonter en fait la valeur à la ferme, en permettant à ce que sur la ferme il y ait plus de travail, plus de transformation et plus de valeur ajoutée qui remonte en amont de la chaîne de valeur, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agro-industrie, qui est extrêmement spécialisée et où la valeur est concentrée en aval. Et on s'aperçoit que c'est tout à fait possible d'imaginer augmenter un peu le prix de la viande de bœuf et d'augmenter, en faisant remonter la valeur vers les éleveurs, significativement la rémunération des éleveurs. Pas du tout épuisé, dans bien des cas, des solutions assez indolores pour le système qui permettent de faire des gains techniques assez significatifs. Il y a la possibilité, par exemple, d'utiliser l'hydrogène. On peut imaginer rapatrier en France une partie de la production d'azote à base d'hydrogène produit par de l'électricité décarbonée. Il y a aussi des solutions techniques sur la production de ciment et de béton, qui est un gros morceau du sujet, où là, les bétonniers ont dans leur catalogue le béton bas carbone avec des procédés qui permettent de réduire assez considérablement les émissions induites par la production du ciment et du béton. Il faut que dans les appels d'offres, on puisse facilement intégrer les bétons bas carbone qui sont un peu plus chers, pas beaucoup plus chers. Donc là, il y a une évolution réglementaire. Il y a aussi des solutions qui sont de plus long terme et qui sont des solutions organisationnelles. Il y a beaucoup aujourd'hui d'habitats, de bâtiments qui sont sous-utilisés. Le seul moyen de répondre aux défis climatiques, c'est de faire de l'énergie renouvelable et du nucléaire. Mais il faut faire les deux. Il faut bien comprendre que ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'électricité, c'est 1/5 de l'énergie qu'on consomme en France. 1/5. Tout le reste, c'est l'énergie qu'on mobilise notamment pour les transports, pour le gaz industriel, etc., etc. Donc en fait, quand on parle de transition énergétique et qu'on s'arrête à nucléaire versus renouvelable, on est en train de parler d'1/5 du problème. On ne parle quasiment pas du problème numéro 1, c'est-à-dire la sortie du pétrole. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a ce consensus aujourd'hui des spécialistes de transition énergétique à venir parler sobriété énergétique ? C'est pas parce que ces spécialistes sont des croissants qui avancent masqués pour un agenda idéologique. Non, pour des raisons purement techniques. Les énergies fossiles, c'est des énergies faciles. Toutes les alternatives, elles sont plus compliquées à déployer. Et parce qu'elles sont plus compliquées, à consommation égale, vous ne pouvez pas remplacer le pétrole en particulier par du nucléaire et des renouvelables. Ça ne marche pas. Donc, c'est un problème politique complet, technique, organisationnel, socio-économique. La mer du Nord, par exemple, qui est notre source de pétrole en Europe, décline depuis l'an 2000. Le continent africain, sa production décline depuis 2008. C'est un déclin géologique. Plus de la moitié des approvisionnements de l'Union européenne viennent de pays qui sont d'ores et déjà en déclin. Et le pays principal approvisionneur de l'Europe, qui est au bord du déclin, de l'aveu même du Kremlin, c'est la Russie. Donc on n'a pas le choix. La conclusion, c'est qu'il y a un risque élevé de contrainte d'approvisionnement pétrolier pour l'Europe au cours de cette décennie. Et une certitude d'être confronté à un déclin de la production à l'horizon 2030. Si on laisse cette boîte à outils fermée, on ne l'utilise pas dans le nouveau mandat exécutif, en 2027, on aura la certitude qu'on ne tiendra pas les engagements climatiques et que donc il faudra se préparer à une catastrophe climatique pour nos enfants et pour leurs enfants. Il
y a quand même la notion émergeant fortement de la part d'acteurs industriels, de la part d'acteurs du fret, de la part de sociétés qui tentent d'évoluer dans l'agroalimentaire, qu'il y a une opportunité historique à saisir. Pour reprendre l'expression de Ricardo, il y a un avantage comparatif extraordinaire à bâtir pour la France, qui, comme je le disais au début, est peut-être le moins mauvais élève dans cette histoire de décarbonation. Il y a une opportunité historique à saisir pour la France.